Bonjour à tous et bienvenue sur ce redéballage du pack aux frontières du visible, le quatrième pack de la campagne L'héritage de Dunwich. Alors on commence par les cartes gardiens, comme d'habitude. Si ça saigne, c'est un événement qui coûte 1, qui n'a pas de trait, j'avais pas vu ça fréquemment. Rapide, à jouer après que vous avez vaincu un ennemi monstre. Chaque investigateur dans votre lieu se soigne d'un nombre d'horreur égal à la valeur d'horreur de cet ennemi. Alors sur le papier, c'est très bien, ça coûte une ressource, ça coûte pas d'action. Ça va permettre de soigner plusieurs investigateurs dans le lieu de quelques horreurs. Moi je dirais a priori 1 ou 2. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monstres qui infligent 3 d'horreur. Si ça inflige 3 d'horreur, c'est plutôt un grand ancien. Donc pour 1, vous allez pouvoir soigner chaque investigateur présent dans le lieu de 1 ou 2 horreurs, à condition d'avoir juste vaincu un ennemi monstre. Alors, cette carte-là, je pense pas l'avoir beaucoup utilisée. J'aime le principe, mais de façon générale, j'utilise assez peu de soins. Les premières horreurs qu'on se prend, on peut les mettre sur les flics en patrouille. Maintenant, il y a une carte qui s'appelle... je sais plus le nom exact, je crois que c'est Se battre pour une cause, qui vient de sortir, qui permet d'absorber les horreurs de tous les investigateurs présents dans le lieu. Donc sur le papier c'est très bien, mais je pense que ça prend quand même de la place dans le deck sans grande raison. Et alors éventuellement, dans un deck Mark Harrigan, vu que la faiblesse... le mécanisme de Mark Harrigan, c'est de se prendre des dégâts directs pour booster ses tests, et sa faiblesse lui fait prendre une horreur pour chaque 2 dégâts. Du coup, il y a toujours le risque qu'il se prenne 2 horreurs d'un coup, parce qu'il s'est déjà pris 4 dégâts. Et comme il commence à 5 de mémoire, c'est quelque chose qu'il faudra surveiller. Voilà. Le Springfield M1903. C'est un soutien de niveau 4 qui coûte 4 ressources, objet, arme, arme à feu, utilisation 3 munitions, action, dépenser une munition, combattre. Vous gagnez plus 3 force, infligez plus de dégâts pour cette attaque. Ne peut pas être utilisé pour attaquer des ennemis engagés avec vous. Et ça utilise les 2 mains. Alors donc c'est un fusil qui fait quand même une attaque avec plus 3 en force. Votre gardien aura de base 4 voire 5, sûrement 1 ou 2 boosts, plus éventuellement d'autres cartes pour se booster, soit des compétences, soit des cartes à défausser pour les icônes, soit un soutien comme vue perçante ou entraînement physique. Donc on va quand même faire un combat avec une force de, disons, de 7 à 9. Et pour infliger 3 dégâts, plus tous les éventuels bonus, par exemple si vous attribuez un coup vicieux, voire un coup vicieux de niveau 2. Donc ça va être une très bonne arme pour tuer un ennemi puissant. Par contre, le problème, c'est que déjà vous ne pouvez pas être engagé avec l'ennemi, ça occupe vos 2 mains, et ça n'a que 3 munitions. C'est-à-dire que déjà vous ne pourrez pas avoir uniquement ça comme arme, il faudra penser aux fois où vous êtes engagé, donc il faudra... En même temps qu'on a la Springfield 1903, faudra avoir la bandoulière pour avoir une machette, voire la bandoulière de niveau 2, je crois, pour avoir la Springfield, la machette et, une lampe torche, disons. Le fait de ne pas être engagé, ça veut dire qu'il faut que l'ennemi soit engagé avec quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il faudra que... Alors déjà, en solo, ça veut dire qu'il faudra à chaque fois s'évader pour se dégager, pour ne plus être engagé avec l'ennemi, pour ensuite pouvoir engager. Et en multi, ça veut dire qu'il faudra que l'autre investigateur engage l'ennemi pour dire au gardien, voilà, maintenant tu peux tirer. Ou alors qu'il engage l'ennemi, puis qu'il s'évade. Parce que si un autre investigateur est engagé avec l'ennemi, vous attaquez avec la Springfield, vous piochez l'échec automatique, vous ratez, les 3 dégâts, ils partent dans votre allié. Donc ça sera à considérer soigneusement. Alors j'ai parlé dans la vidéo sur l'héritage de Dunwich, les cartes gardiens, de la matraque. Du coup j'ai parlé de la matraque de niveau 2 et de la possibilité de se faire un gardien purement à distance, en tout cas non engagé. Depuis j'ai fait une liste de decks, je mettrai ça dans les notes. Alors j'ai pas encore une liste bien définitive, mais voilà, le Springfield, il y a son intérêt. On a un groupe de 3 investigateurs, un investigateur qui combat au corps à corps à la machette, un investigateur qui cherche les indices,
et un investigateur qui va tirer au fusil sur les ennemis les plus puissants et attaquer à la matraque, de niveau 2 par contre, les ennemis les moins puissants. Alors la Springfield, elle a un concurrent un petit peu dans le même type d'utilisation, dans la même gamme on va dire, c'est le Bar M1918, enfin le M1918, non pardon c'est ça, Bar M1918, qui est également de niveau 4, qui lui coûte 5 ressources, qui prend également les 2 mains, lui il a 4 munitions, et quand on fait une attaque on dépense de 1 à 5 munitions pour avoir plus X en force et infliger X dégâts, X étant la quantité de munitions dépensées lors de l'attaque. C'est-à-dire que si avec le bar on veut faire autant de dégâts qu'avec la Springfield, il va falloir dépenser les munitions 3 par 3. Donc on va avoir un tir de moins. On va faire un premier tir à plus 3 en force, plus 3 en force et 3 de dégâts. On va faire un deuxième tir à plus 3 en force et 3 dégâts. Et on va faire un dernier tir à plus 2 en force et 2 dégâts. Par contre, le bar a l'avantage qu'on peut moduler. Si on est certain de son coup, par exemple parce qu'on joue la carte indigestion de plomb, et si on utilise la carte indigestion de plomb, et donc on est sûr de ne pas rater son tir à cause de l'échec automatique, on peut dire, voilà, je dépense 5 munitions avec le bar, je dépense une munition pour indigestion de plomb, je fais une attaque à plus 5 en force qui fait 5 dégâts, je pioche 2 jetons, je résous celui des deux qui m'est le plus favorable, en sachant que si on dépense autant de ressources, on s'assure que de la réussite automatique dans cette situation-là. C'est pour ça qu'on utilise indigestion de plomb. Et voilà, un tir, 5 dégâts. Par contre, on a dépensé 6 munitions. Voilà. Donc, moi, j'ai une légère préférence pour la Springfield. Ah oui, le bar est dans le pack La Cité des Archives, au passage. Voilà, donc la Springfield, elle est puissante, mais elle est quand même vachement limitée. Je pense qu'il faut la mettre dans un deck qui est conçu autour de cette carte-là. Elle n'a que 3 munitions, donc probablement vous voudrez utiliser munitions supplémentaires, ou munitions personnalisées, ou un aventurier, ou une combinaison de tout ça. Comme c'est une arme à feu que vous devez ne pas être engagé, peut-être que vous allez en profiter pour utiliser habileté au tir dessus, pour lui rajouter un dégât et tirer soit sur un ennemi distant, soit sur un ennemi dans un autre lieu. Donc c'est une arme pour moi qui sera donnée à un gardien secondaire dans un groupe de 3 ou 4 investigateurs et en comptant sur les autres investigateurs pour se débrouiller pour que le gardien secondaire, le gardien on va dire de tir, ne soit quasiment jamais engagé avec des ennemis. Alors les cartes chercheurs. Esprit curieux, c'est une compétence, 3 icônes libres, à attribuer un test de compétence uniquement s'il y a un indice dans votre lieu. Le chercheur, vous le déplacez vers des lieux où il y a des indices, et une fois que vous avez récupéré tous les indices, vous le faites sortir du lieu, donc la plupart du temps, ça devrait être utilisable. Si c'est utilisable, c'est plus 3 à n'importe quel test. Si par contre vous n'avez plus d'indices, soit parce que vous avez déjà tout pris les indices de ce lieu, ou même vous êtes dans un scénario où vous videz rapidement les indices et vous attendez quelque chose, ça peut arriver, ou encore qu'il y a un mécanisme de scénario un petit peu pénible sur la génération d'indices, et ben ça peut être une carte qui reste dans votre main et qui ne sert à rien. Mais la plupart du temps, je trouve que c'est une très bonne carte, très polyvalente. Alors, révéler le point faible, c'est une carte de niveau 1 qui coûte 0, rapide, perspicacité. Rapide à jouer durant n'importe quelle fenêtre de joueur d'action rapide. Choisissez un ennemi dans votre lieu, effectuez un test d'intelligence de X, de difficulté X, X étant la valeur de combat de cet ennemi. Pour chaque point de réussite, réduisez de 1 la valeur de combat de cet ennemi lors de la prochaine attaque effectuée contre lui durant cette phase. Donc, vous avez un ennemi qui va avoir une valeur de combat de 3 ou 4. Vous allez faire un test donc de difficulté 3 ou 4, et si vous le réussissez, vous réduisez de 1 la valeur de combat pour chaque point de réussite. Donc s'il a 4 et que vous voulez réduire sa valeur de combat de 2, il va falloir faire 6. Si vous voulez faire 6, vous tablez quand même sur un jeton pioché de moins 2 ou moins 3.
Donc ça veut dire qu'il faudra avoir une intelligence au moment où vous faites le test de 8 ou 9. Donc c'est quand même un test très difficile. Le test n'est pas difficile, mais pour que le résultat soit intéressant, il faut quand même avoir une très bonne intelligence. Si vous avez seulement une intelligence de 4 et que l'ennemi a une valeur de combat de 4, c'est très probable que vous échouiez. Peut-être que vous réussirez de justesse, dans ce cas vous direz je ne change pas sa valeur de combat, et il vous faudrait un +1 ou un signe des anciens pour diminuer sa valeur de combat de 1. D'autant plus que c'est pour une attaque. Alors à moins d'avoir une attaque super boostée et d'être sûr qu'elle va passer, par exemple vous attaquez avec le bar qu'on a vu juste avant, vous dépensez 5 munitions pour avoir +5 en force et infliger 5 dégâts, vous utilisez indigestion de plomb pour pas piocher l'échec automatique, et là vous avez un truand, un des joueurs joue qui tout double, et dans ce cas-là, oui, effectivement, votre ennemi, même si c'est un grand ancien, vous pourrez le tuer en une attaque. Sauf que, par exemple, si vous avez utilisé qui tout double, vous doublez la difficulté. Donc si la 4, vous faites un test, vous réduisez sa valeur de combat de 1, il passe à 3, c'est doublé, ça fait 6, ok, le bar vous donne +5, vous avez votre investigateur qui est à 10, ouais, ça doit passer, mais c'est quand même... ça demande quand même beaucoup de cartes au total. Dans le pack Le Cœur des Anciens, il y a la version de niveau 3. Alors, un des deux icônes de force est remplacé par un icône libre, ça c'est intéressant. Qu'est-ce que ça dit ? Vous effectuez un test de X, X étant la valeur de combat de l'ennemi, même chose. En cas de réussite, considérez la valeur de combat de cet ennemi comme étant 0 lors de la prochaine attaque effectuée contre lui, piochez une carte. Là, ça change tout. Il suffit de le réussir, avec une marge de 0. Votre ennemi a une valeur de combat de 4, c'est un test de valeur 4. Si vous voulez que révéler le point faible de niveau 3 ait un effet intéressant, il vous suffit d'obtenir 4. Donc vous mettez à 6 ou 7, vous piochez le jeton, mettons c'est un -3, vous étiez à 7, c'est réussi. Sa valeur de combat est maintenant de 0. Alors déjà, ça a bien baissé sa valeur de combat, et lors de la prochaine attaque, la difficulté sera de 0. Donc le seul risque d'échec, ça sera sur la pioche d'un jeton échec automatique. Et là, pour le coup, jouer qui tout double est très intéressant. Je reviens avec mon exemple précédemment du bar. Vous dépensez 5 munitions, c'est une attaque qui inflige 5 dégâts. Vous jouez qui tout double, si l'attaque réussit, c'est 10 dégâts. La difficulté doublée, c'est une difficulté de 0 doublée, ça reste une difficulté de 0. Alors il y a toujours le problème de l'échec automatique. Donc probablement, vous utilisez cette combinaison contre le grand ancien à vaincre dans ce scénario, il faudra utiliser sûrement indigestion de plomb. Voilà. Je prends l'exemple des armes de tir des gardiens parce que les armes les plus puissantes, celles de niveau élevé, peuvent faire beaucoup de dégâts en un coup, mais évidemment ça peut être utilisable aussi avec un flétrissement de niveau maximum, je sais plus si c'est 4 ou 5. Ça peut être utilisé avec le sort gardien, je crois que ça s'appelle Éclipse sanglante, qui de mémoire doit être capable de faire 4 dégâts. Ça peut être utilisé avec un G1 plan. Voilà. Et vous piochez une carte. Donc vous gardez cette carte-là dans votre main en prévision d'un combat important. Elle est jouée et elle est tout de suite remplacée. Cela dit, si c'est un combat aussi important que ça, il est possible que ça soit le dernier combat de la partie et que ça soit même la fin de la partie. Bref, révéler le point faible de niveau 1, je trouve ça beaucoup trop dur à utiliser, mais de niveau 3, oui, ça peut être très bon si en équipe vous avez prévu toutes les cartes pour en faire une grosse attaque monstrueuse. Alors, carte truand, présence d'esprit, c'est une compétence innée, un icône libre. Si ce test de compétence est réussi avec une différence de 2 ou plus, après sa résolution, vous avez le droit d'effectuer immédiatement une action comme si c'était votre tour. Cette action ne compte pas dans le nombre d'actions que vous pouvez effectuer à votre tour. Donc vous donnez +1 à n'importe quel test de compétence. Si vous réussissez avec une différence de 2 ou plus, donc c'est-à-dire quand même qu'il y avait déjà un bon bonus, sur le test, vous avez le droit d'effectuer immédiatement une action supplémentaire, même si c'est pas votre tour.
et c'est pas décompté de votre nombre normal d'actions. Alors, je trouve que cette carte-là est excellente si on joue dans un deck qui tourne autour de cette idée, réussite avec une différence de 2 ou plus, si on a opportuniste, si on a flambeur, si on a, je sais pas, aussi du boost comme débrouillard, je crois que c'est. Voilà. Parce que ça vous donne quand même une action, et cette action, vous pouvez la faire éventuellement pendant le tour d'un autre joueur. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, attribuer cette carte-là pour aider un investigateur à s'évader. Enfin, vous pouvez attribuer cette carte-là à un autre joueur. Vous voulez aider un autre joueur à s'évader. Il réussit son évasion, ben maintenant vous avez le droit de faire une action. Par exemple, jouer, je confonds toujours les noms, coup bas, ou coup... non, attaque par derrière, je crois. C'est ce qui fait infliger 2 dégâts à un ennemi incliné. Donc vous aidez un autre investigateur pour qu'il s'évade, il y a un ennemi incliné, immédiatement vous lui faites une attaque. Bon, c'est intéressant. Alors je pense que le problème c'est que si vous le jouez, si vous l'attribuez à un test effectué par un autre investigateur, ben, cet autre investigateur probablement il n'aura pas un deck tourné autour de cette idée, je dois réussir avec 2 ou plus. Donc plus probablement une carte à utiliser sur soi-même. Voilà, plus probablement une carte à utiliser sur soi-même. On fait un test, on se donne beaucoup de bonus, on réussit le test, ben c'est quand même une action de plus. Les actions de plus, alors bon, déjà, c'est l'action en elle-même, et c'est toujours intéressant si dans son deck on a jour de paix. Mettons dans un deck Finn Edwards, on va utiliser son action gratuite d'évasion, on s'attribue Quick Thinking, présence d'esprit, on dépense, mettons, 2 ressources avec des brouillards. On réussit son évasion, on a le droit immédiatement de faire une action. On fait peu importe l'action qu'on fait. Ensuite, on fait ces 3 actions on fait 2 actions normales. Dernière action, on joue jour de paix. On a l'action d'évasion, on a l'action donnée par présence d'esprit, on a les 3 autres actions. Éventuellement, on a aussi l'action de Léo Deluca, ça fait 6 actions, on gagne 6 ressources. Des porte-bonheur, un soutien de niveau 2 exceptionnel, donc qui coûte 4 points d'expérience, qui coûte 2 ressources, qui occupe un emplacement d'accessoire, c'est un objet, une relique. Alors, donc, comme c'est une relique, on va pouvoir l'intégrer dans le deck d'Ursula Dawns. Réaction, après que vous avez révélé un pion KO, dépensez 2 ressources, ignorez ce pion KO et révélez-en un autre. Si ce pion est un symbole échec automatique, retirez les dés porte-bonheur de la partie. Ah, il y a un petit errata, voilà. Normalement, c'est quand vous révélez un jeton qui n'est pas un échec automatique. Et c'est si le deuxième jeton que vous révélez, celui que vous révélez en remplacement, est un échec automatique, que vous retirez les dés porte-bonheur de la partie. Voilà, et si vous ignorez le premier jeton, vous ignorez tous ces effets négatifs. Donc si un jeton dit -2, subissez une horreur, non, vous subissez pas l'horreur. Voilà, moi je ne les ai jamais utilisés. Je suis en train de me dire ça pourrait éventuellement être intéressant. Ça pourrait éventuellement être intéressant dans un fameux deck réussite avec 2 ou plus. Bon, de façon générale c'est intéressant, mais si vous êtes haut, si vous vous mettez haut par rapport à la difficulté, mais que vous avez quand même du mal à vous garantir d'être à chaque fois +2, se garantir la réussite, c'est avoir une bonne chance de réussite, c'est être à 2 ou 3 au-dessus de la difficulté. À 4, c'est quasiment réussite automatique en normal. Dans la civilisation oubliée, il y a un jeton -5 dès le début de la campagne, il me semble. Voilà. Mais se garantir de réussir avec 2 ou plus à chaque fois, ça veut dire quand même se mettre à +6, voire +7 au-dessus de la difficulté. On ne pourra pas le faire. Donc on va plutôt essayer de se mettre à +4. On va essayer de se mettre à +3, +4. On pioche un jeton, c'est un -4. Bon, on paye 2 ressources, on utilise les dés porte-bonheur et on espère piocher à la place un -2, ce qui nous garantit ce qui nous permet d'avoir la réussite avec une différence de 2 ou plus. Opportuniste de niveau 2. Donc une compétence avec un icône libre, inné développé, à attribuer uniquement lors d'un test de compétence que vous effectuez, donc on ne peut pas l'utiliser pour un ami. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, renvoyez opportuniste dans votre main
après ce test au lieu de le défausser. Alors la version de niveau 0, c'était pareil, sauf qu'il fallait réussir avec une différence de 3 ou plus. Là au niveau 2, il faut réussir avec une différence de 2 ou plus, donc c'est moins dur. Bon, bien évidemment, ça va dans un deck qui essaie d'avoir à chaque fois 2 ou plus. Et comme j'en ai fait la remarque pour coup vicieux de niveau 2 et déduction de niveau 2, là on va vouloir attribuer opportuniste pour que l'attribution d'opportuniste nous fasse réussir avec 2 ou plus. Donc sans l'opportuniste, on aurait déjà réussi avec une différence de 1. Donc l'opportuniste en lui-même ne sert à rien. J'attribue opportuniste, je me donne plus 1. Enfin, si je me donne plus 1, mais si je veux utiliser opportuniste à son plein potentiel, l'idée c'est que je le récupère. Pour que je le récupère, il faut que j'ai réussi avec 2 ou plus. Ça veut dire qu'il faut que sans l'opportuniste, j'ai été dans une situation de réussir avec une différence de 1. Éventuellement. Idéalement, je joue les opportunistes en paire. Donc on attribue les 2 opportunistes, on se donne plus 2 et il faut réussir avec une différence de 2 ou plus. Donc sans les 2 opportunistes, on aurait réussi. Donc pour moi, très clairement, l'opportuniste de niveau 2, c'est une carte. Alors déjà, moi j'aurais tendance à la stocker dans ma main en attendant la deuxième. J'essaie de jouer les 2 d'un coup et je les joue à un moment donné où je veux activer des succès avec 2 ou plus. Mettons par exemple, j'utilise le cran d'arrêt de niveau 2, j'utilise les 2 opportunistes, et si je réussis avec une différence de 2 ou plus, je récupère mes 2 opportunistes, j'active l'effet de... j'active l'effet du cran d'arrêt. Donc je trouve que c'est quand même la carte qui donne... C'est une carte qui renforce quand même fortement l'archétype méga-test, parce qu'en gros ça dit... Tant que vous réussissez, vous avez le plus 2 dont vous avez besoin pour faire tourner votre deck. Alors évidemment, vous piochez un jeton échec automatique, et c'est raté. Vous perdez vos 2 opportunistes, vous n'avez évidemment pas votre bonus pour avoir réussi avec 2 ou plus. Alors, à noter que les dés porte-bonheur qu'on vient de voir, ça peut évidemment bien s'intégrer. Comme je le disais avant, les dés porte-bonheur vous permettront, vous avez pioché mettons le moins 5, vous n'étiez qu'à plus 6, donc vous n'êtes qu'à plus 1, vous utilisez des porte-bonheur pour repiocher un jeton, et si c'est pas le moins 5 et pas l'échec automatique, c'est bon, vous récupérez vos 2 opportunistes, vous réussissez votre test avec une différence de 2 ou plus, et ça va activer les différents effets que vous recherchiez. On peut aussi noter que cette carte-là, les niveaux 2, ça va dans un deck Wendy. Donc vous pouvez mettre les 2 opportunistes de niveau 2 dans un deck Wendy. Vous les jouez en paire. Chaque fois qu'elle fait un test, vous attribuez les 2 opportunistes. Si vous avez un échec automatique, vous utilisez la capacité de Wendy de défausser une carte pour repiocher un jeton. Comme vous avez en permanence les 2 opportunistes dans votre main, pour un plus 2, vous allez peut-être pas vouloir conserver tant de cartes que ça à attribuer au test. Vous avez déjà vos 2 opportunistes, et vous espérez que le nouveau jeton vous permette de réussir avec 2 ou plus. Éventuellement, vous réussissez, mais avec une différence de 0 ou de 1, et vous avez de grandes chances, si vous repiochez un jeton, de réussir avec une différence de 2 ou plus. Vous tentez votre chance, c'est hasardeux, mais bon, ça se tente. Donc, vous retentez votre chance, et mettons à la place du moins 5, vous piochez à la place du moins 5 ou dans les autres campagnes d'un moins 4, vous piochez le moins 3, ça va, c'est bon, réussi avec une différence de 2 ou plus, vous reprenez les opportunistes que vous réutiliserez au prochain test. Donc une très bonne carte si tout le deck est conçu autour, sinon ça sert à rien de l'envisager. Les cartes mystiques, Alyssa Graham, un soutien qui coûte 4, un allié, sorcier, vous gagnez plus 1 d'intelligence, action rapide, inclinez Alyssa Graham, regardez la carte du dessus du deck rencontre ou du deck de n'importe quel investigateur. Ensuite, vous avez le droit d'ajouter une fatalité à Alyssa Graham pour placer la carte regardée sous le deck auquel elle appartient. Et elle a 1 point de vie et 3 points de santé mentale. Alors plus 1 d'intelligence, ça va être intéressant même si les mystiques vont quand même essayer au maximum d'utiliser leur volonté pour autant de tests que possible. Bon, sauf que les rituels de recherche n'ont que 3 charges de mémoire, donc un mystique qui a quand même une bonne intelligence, ça va être intéressant. Vous avez un mystique qui a de base 3 d'intelligence, voire
4. Vous lui mettez Alisagram, vous lui mettez la clé de Saint-Hubert, ça le fait passer à 5, voire 6 en intelligence. Vous aurez besoin moins souvent de faire usage du rituel de recherche. Et sa deuxième capacité, à chaque tour, bon il faut l'incliner donc vous pouvez le faire qu'une fois par tour, mais à chaque tour vous pouvez regarder la carte du dessus du deck rencontre ou de n'importe quel investigateur, et c'est seulement si vous voyez un truc qui vous plaît pas que vous ajoutez une fatalité pour mettre la carte en dessous du deck. Donc ça va être très bon, enfin c'est pas que vous prévoyez, c'est pas que vous planifiez, c'est pas comme divination qui vous permet de regarder 3 cartes, mais ça va vous permettre de vous éviter quelque chose. Donc si vous êtes dans une situation de jeu, vous savez qu'il y a quelque chose qui serait très dangereux pour vous, vous regardez le deck concerné, s'il y a ce truc très dangereux, et ben vous le mettez en dessous, vous prenez une fatalité. Donc peut-être qu'Alisagram vous allez utiliser 5 tours de suite et que ça va rajouter une seule fatalité. Si les cartes qui sortent ne vous posent pas de problème, ben vous contentez d'utiliser la première partie de sa capacité. Si mettons vous jouez, peu importe, vous jouez mettons Jim Culver avec Mark Harrigan. Mark Harrigan il a 4 dégâts, il a 3 horreurs. S'il pioche sa faiblesse, comme il a 4 dégâts, ça lui donne 2 horreurs, et il est vaincu. Et ben vous utilisez Alisagram, chaque tour, vous regardez, chaque tour avant la phase d'entretien, vous regardez la carte du deck de Mark Harrigan. Si c'est sa faiblesse, vous la mettez sous le deck. Si c'est pas sa faiblesse, et ben vous laissez sur le deck. Voilà. Pareil, vous avez votre mystique qui a pas d'arme, qui va avoir beaucoup de mal à combattre un ennemi. Vous regardez le deck de rencontre, vous mettez les ennemis en dessous. Alors il y a toujours la possibilité que ce qui est en dessous soit encore pire, mais vous avez quand même la possibilité de faire une sorte de filtre. Voilà. Alors, rituel de recherche de niveau 4. C'est un soutien qui coûte 5, qui a 2 icônes d'intelligence. C'est un sort qui occupe un emplacement d'arcane, utilisation 3 charges, action dépenser une charge enquêtée. Cette enquête utilise la volonté au lieu de l'intelligence, vous gagnez plus 2 de volonté pour ce test. En cas de réussite, découvrez 2 indices supplémentaires dans ce lieu. Si un symbole, crâne, cultiste, tablette, chose ancienne ou échec automatique est révélé lors de ce test, perdez toutes vos actions restantes et terminez immédiatement votre tour après la résolution de ce test. Alors par rapport aux autres versions, on gagne plus d'indices et on a plus de volonté. Donc là, vous enquêtez à volonté plus 2, donc mystique, on va dire 4 de base, plus des bonus de 1 ou 2 au total, Saint-Rosaire, clé de Saint-Hubert, David Renfield, etc., etc. Donc vous êtes, on va dire, à 6. Rituel de recherche vous donne encore plus 2, donc vous êtes à 8. Vous enquêtez à 8. Si vous réussissez, vous trouvez 3 indices d'un coup. En cas de... Si vous révélez un symbole négatif, qui ne vous fait pas forcément rater votre test, vous arrêtez immédiatement votre tour. Donc une action pour trouver 3 indices, en se donnant plus 2 à la compétence dans laquelle on devrait être le meilleur, c'est génial. Mais c'est peut-être un petit peu trop, c'est peut-être beaucoup plus que nécessaire. En solo, 3 indices dans un lieu, ça arrive quasiment jamais. En duo, si ça arrivera, on aura des lieux avec... un indice par investigateur ou 2 indices par investigateur, les lieux à 2 indices par investigateur, il y aura 4 indices. Le rituel de recherche permet d'en prendre 3 d'un coup, mais bon, ça coûte quand même 4 points d'expérience, donc pour moi c'est quand même plutôt une carte pour 3 ou 4 joueurs. Maintenant, les cartes survivants. Cacher son jeu, c'est un soutien qui coûte 3, c'est une condition, en français c'est un état. Limite de 1 par investigateur, donc 1 en jeu, pas 1 dans le deck. Lors de la phase d'entretien, vous avez le droit de choisir de ne pas gagner de ressources. Tant que vous n'avez pas de ressources dans votre réserve de ressources, vous gagnez plus 1 en volonté, plus 1 en intelligence, plus 1 en force et plus 1 en agilité. Donc, tant que vous n'avez pas de ressources, vous avez plus 1 à chaque caractéristique. C'est bien d'avoir plus 1 dans chaque caractéristique, mais ça veut dire qu'il faut avoir un deck qui est pensé sur l'idée « je n'ai jamais de ressources », ou en tout cas, une fois que j'ai joué caché son jeu, c'est-à-dire une fois que je me suis préparé, une fois que je me suis équipé, je n'ai plus besoin de ressources. Alors cacher son jeu, c'est la pierre de base de l'archétype du survivant fauché, dont j'ai parlé dans une vidéo précédente, je ne sais plus laquelle.
ça doit être celle avec la hache d'incendie. Voilà, vous avez les bonnes cartes, par exemple vous avez la hache d'incendie, vous dépensez vos ressources pour avoir des bonus de force quand vous attaquez avec la hache d'incendie, et ben votre attaque, vous avez votre valeur de base, vous avez les 2 par ressources dépensées de la hache d'incendie, vous avez le +1 de cacher son jeu. Et comme de temps en temps on va quand même avoir besoin de ressources, c'est vivement conseillé d'utiliser Madame la Branche. Si vous n'avez plus de ressources, vous pouvez l'incliner pour gagner une ressource. Donc par exemple la hache d'incendie, une grosse attaque, en dépensant toutes ses ressources, ça active cacher son jeu. Madame la Branche donne une ressource, on dépense cette ressource avec la hache d'incendie, on fait une deuxième attaque quand même assez puissante. Donc très bonne carte, mais ça nécessite que tout le deck soit pensé autour. Et j'en parlais dans ma vidéo sur la boîte Le Cercle Brisé, Preston Fairmont, le truand. Il a un mécanisme un peu bizarre, il va gagner beaucoup de ressources, mais ces ressources ne sont pas dans son pool de ressources, mais sur une carte permanente qu'il a en jeu, qui s'appelle l'héritage. Il n'y a que sa ressource normale qui gagne, qui met dans son pool de ressources, sinon il en a 4 ailleurs. Donc Preston Fairmont, on va pouvoir le jouer avec cacher son jeu. On dépense la ressource qu'il a dans son pool de ressources, ça y est, cacher son jeu s'active, mais sur sa carte l'héritage, il a encore 4 ressources, ou plus. Donc, c'est en fait un peu le survivant fauché, mais qui a quand même encore des ressources pour se donner des bonus. Bon, heureusement, parce qu'il part de bas. Donc, ça peut être, si vous aimez prendre une carte et vous dire, tiens, je veux intégrer cette carte, je veux obtenir quelque chose, vous pouvez toujours essayer. Preston Fairmont, cacher son jeu, alors Madame la Branche du coup est pas forcément utile, l'âge d'incendie, et une fois que vous avez dépensé votre ressource de votre pool de ressources, il est 2, 2, 2, 2, alors qu'il lui reste encore 4 ressources pour par exemple booster 2 tests de 2 chacun. Voilà, cacher son jeu, une très bonne carte dans le deck construit pour. Instinct de survie de niveau 2, c'est une compétence innée développée, 2 icônes d'agilité. Si ce test de compétence est réussi lors d'une tentative d'évasion, l'investigateur qui s'échappe a le droit de s'échapper de chaque autre ennemi engagé avec lui. Il a également le droit de se déplacer vers un lieu connexe. C'est génial. Vous vous donnez +2 pour une tentative d'évasion. Vous la faites sur l'ennemi qui a la valeur d'agilité la plus faible. Et si c'est réussi, vous vous échappez de chaque autre ennemi engagé avec vous. Donc si vous êtes engagé avec un ennemi qui a une agilité de 2, un qui a une agilité de 3, un qui a une agilité de 5. Vous faites le test contre celui qui a 2. Vous mettez ce genre de carte-là, si vous jouez sur les évasions, vous mettez ça dans un deck de survivants qui a 3 ou même idéalement 4. Donc vous êtes à 3 de base. Vous donnez 2, ça fait 5. Vous le jouez sur l'ennemi qui a une agilité de 2. Donc vous partez avec un +3. Éventuellement, vous ajoutez la compétence dextérité ou vous dépensez une ressource pour bagarreur. Vous réussissez votre évasion, les 3 ennemis sont inclinés. Et maintenant vous pouvez vous déplacer. Ce qui veut dire que pendant la phase des ennemis, ils ne se déplacent pas, parce qu'ils sont inclinés. Phase d'entretien, ils se redressent. Vous avez tout votre tour pour sortir de votre lieu. Phase des ennemis, là ils peuvent se déplacer. Donc je trouve que c'est une carte géniale. Si vous avez un deck dans lequel vous allez vouloir essayer d'éviter un maximum de combats. Alors, oui, une remarque dans la FAQ, vous pouvez échapper à tous les autres ennemis. Donc, soit vous échappez à aucun, soit vous échappez à tous. Et bien sûr, une fois que tous les ennemis sont inclinés, si vous restez dans le lieu, vous avez un certain nombre de cartes qui vont avoir un effet sur les ennemis inclinés. Voilà, c'était la dernière carte du pack. Alors, un petit récapitulatif rapide. Si ça saigne du soin d'horreur sur tous les investigateurs dans un lieu, mais pour ça il faut réussir à vaincre un monstre. Donc vous allez le garder dans la main en attendant le bon monstre. La plupart du temps ça sera un soin d'une horreur, de temps en temps ça sera un soin de 2 horreurs. Pour moi ça réserve aux decks qui ont vraiment besoin de soins d'horreur, par exemple Mark Carrigan qui doit se méfier de sa faiblesse. Ça peut éventuellement être intéressant dans un deck Caroline Fern, vu qu'elle cherche toujours à soigner les horreurs, mais bon. Springfield M 1903, un fusil, plus 3 force, plus de dégâts, et il faut ne pas être engagé avec l'ennemi. Donc ça occupe en plus les 2 mains, ça réserve un deck qui est conçu autour de ça. Probablement vous allez avoir besoin de la bandoulière,
vous allez avoir besoin de solutions d'évasion ou de désengagement, vous allez avoir besoin éventuellement d'un allié qui vous désengage de l'ennemi, parce que sinon il vous faut quand même un gardien très bon en évasion. Donc c'est à réserver à des decks très spécifiques. Bon, j'en ai fait un, encore une fois, le lien sera dans les notes. Esprit curieux, compétence qui vous donne 3 icônes libres, vous pouvez l'effectuer, vous pouvez l'attribuer un test de compétence uniquement s'il y a un indice dans le lieu. Donc quand vous entrez dans le lieu, la carte est utile. Quand vous avez fini de vider le lieu, elle devient inutile jusqu'à ce que vous rentriez dans un lieu avec encore des indices. Plus 3 c'est génial, plus 3 à n'importe quelle compétence c'est génial, mais il faudra quand même bien faire attention à ce que ça ne devienne pas une carte complètement inutile dans la main. Révéler le point faible de niveau 1. Bon, j'aime pas, je vais résumer pourquoi. Vous faites un gros test, enfin un test très difficile, pour baisser un petit peu la valeur de combat de l'ennemi sur un seul test. Ça présente aucun intérêt, il faut attendre la version de niveau 3. Présence d'esprit, vous donnez icône libre, vous donnez +1 à un test de compétence, et s'il est réussi avec une différence de 2 ou plus, vous faites immédiatement une action, même si c'est le tour d'un autre investigateur, et ça ne vous fait pas perdre une action pour votre tour. Donc à jouer sur le test effectué par un autre investigateur, c'est dur, plutôt à jouer pour un de ces tests pour se donner une action, mais ça nécessite vraiment d'être dans un archétype réussite avec 2 ou plus. Des porte-bonheur, à chaque test, si vous avez assez de ressources, vous en dépensez 2 et vous révélez un nouveau pion du chaos. Et il ne faut pas tomber sur échec automatique. Donc ça augmente vos chances de réussite, voire vos chances de réussir avec 2 ou plus si vous êtes dans cet archétype-là. C'est bon, mais ça coûte quand même 4 expériences. Et ça occupe un emplacement d'accessoires. Emplacement d'accessoires chez les truands, il y a la montre à gousset, il y a l'étui à cigarette, il y a le crâne décoré, donc voilà, il faudra voir lequel vous est le plus utile. Opportuniste de niveau 2, compétence, un icône libre, que vous pouvez utiliser uniquement lors de vos tests de compétences. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, vous le renvoyez dans votre main après le test. Alors, c'est à utiliser par paire. Une paire d'opportunistes, c'est un +2 sur le test. Et vous mettez ça sur tous les tests que vous voulez réussir avec une différence de 2 ou plus. Donc opportuniste quelque part, de niveau 2, je trouve que c'est le moteur du deck réussite avec 2 ou plus. Il faut simplement croiser les doigts pour pas piocher le jeton échec automatique. Mais voilà, vous en avez une paire dans la main, à chaque test vous les attribuez, soit ça vous fait réussir, et dans ce cas-là, vous avez réussi, c'est déjà ça. Soit ça vous fait réussir avec une différence de 2 ou plus, vous les renvoyez dans votre main, et si vous échouez, vous les avez perdus, vous avez raté votre test. Donc, peut-être prévoir à côté de ça une carte pour s'assurer les tests, comme les dés porte-bonheur. A noter que c'est utilisable dans un deck Wendy. Wendy, elle peut repiocher des jetons pour augmenter ses chances de piocher un jeton qui lui permet de réussir avec une différence de 2 ou plus. Alisagram, un soutien un petit peu cher, il coûte 4, mais qui peut encaisser 2 horreurs. Plus en intelligence, une fois par tour, vous regardez la carte du dessus d'un deck, rencontre ou deck d'investigateur, et pour une fatalité, vous le mettez sous le deck. Alors, faudra pas utiliser trop souvent pour pas avoir trop de fatalité, mais c'est très bien pour filtrer la carte qui vous fait perdre, ou qui vous met dans une situation très dangereuse. Rituel de recherche de niveau 4, enquêter à volonté +2 pour découvrir 3 indices d'un coup, c'est très bien, c'est même trop bien dans la plupart des cas. Donc à réserver à des groupes avec 3 ou 4 investigateurs. Cacher son jeu, la carte de base du deck cacher son jeu. Tant que vous n'avez aucune ressource dans votre réserve, +1 à chaque caractéristique, ça va demander de bien gérer sa dépense de ressources, mais +1 de partout, c'est intéressant. C'est très intéressant, surtout en solo. Et c'est intéressant pour Preston Fairmont si vous voulez le jouer comme ça. Vous dépensez sa ressource de son pool de ressources, vous avez +1 à chaque compétence et vous avez toujours 4 ressources sur l'héritage pour le booster encore plus quand c'est nécessaire. Et enfin, instinct de survie, compétence de niveau 2, 2 icônes d'agilité. Si vous réussissez votre évasion, vous pouvez vous évader de tous les ennemis de votre lieu et vous pouvez également vous déplacer vers un lieu connexe. Donc voilà, une sorte d'évasion groupée avec un bonus de +2. Plus un redéplacement, donc c'est un énorme gain d'action. Voilà.
Vous allez utiliser ça s'il y a au moins 2 ennemis. Mais 2 ennemis, vous faites un test d'évasion. Si c'est réussi, ça vous fait engager 2 ennemis. Et si vous le souhaitez, ça vous fait vous déplacer. Donc, en un test réussi, vous avez obtenu l'effet de 3 actions. Une évasion, une autre évasion et un déplacement. Donc voilà, excellente carte, bien sûr, dans un deck qui a besoin de s'évader. Et ben voilà, c'était le paquet aux frontières du visible. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous retrouve dans quelques jours pour le pack suivant, là où le destin attend. Au revoir.